Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 janvier. Près de 35 tonnes de carottes avariées, un désastre pour 5 agriculteurs des Australes qui subissent un manque à gagner de 8 millions de francs. Le conditionnement et le stockage sont en cause. Une cinquantaine de personnes sinistrées après l'incendie qui a frappé une maison de Faa'a ce week-end. Le bâtiment est-il aux normes? Des plaintes sont actuellement déposées par les locataires. La majorité est critiquée à travers des pages satiriques sur la toile. Les auteurs connaissent bien les rouages de l'Assemblée et se positionnent contre l'indépendance. Nous verrons comment les personnes politiques visées réagissent. Nous évoquerons ces pages Facebook, mais aussi l'actualité politique et économique du pays avec l'ancien président du pays et président du Tapura Huiratira, Edouard Fritsch, est notre invité ce soir. Et puis les trophées du sport ont une résonance particulière en cette année des Jeux Olympiques. 8 athlètes ont été retenus par le jury. La grande soirée est prévue le 20 février. Vous êtes invités à voter. 35 tonnes de carottes avariées. 5 agriculteurs de Tupuai évaluent leur perte à 8 millions de francs et demandent une indemnisation du pays. Ces carottes moisies sont le résultat d'un problème de conditionnement et de stockage qui serait récurrent. Les explications de Kaline Liénard et VTA Terhei sur les images de nos équipes sur le terrain. 620 tonnes, un record dans l'histoire de la carotte à Tupuai, mais le problème de stockage s'est aggravé cette année. Résultat, 35 tonnes de carottes avariées et des agriculteurs désemparés. Il faut que les agriculteurs fassent un point, il faut que le Hofinois repousse. Il y a un appareil qu'on appelle l'hydrocoline qui est obligé de faire passer dans un bain bien glacé avant de mettre en conditionnement dans les sacs, dans les palox et avant de faire rentrer dans la chambre froide, tout ça, pour pouvoir stocker. Malheureusement, ces étapes-là n'ont pas été respectées. Et en plus, la chambre froide, les ventilos ne marchent pas très bien. Le moteur, c'est un moteur. Les chambres froides, ça a duré plus de 10 ans. Il n'y avait pas également de circulation d'air à l'intérieur des sacs. Ça a été emballé dans des sacs plastiques. Donc ça a fermé. Donc ça a empêché en effet cette bonne circulation du froid. Donc mon déplacement va être en effet pour discuter avec les agriculteurs, voir avec eux. Alors, je suis en liste d'attente. Lors de son futur voyage à Tupuai, le ministre évaluera les pertes avec chaque agriculteur concerné, mais pas que. Et que je vais me déplacer également pour informer la population qu'on va finaliser l'installation d'une unité d'agrotransformation qui permettra aux carottes qui ne rentrent pas dans le calibre idéal d'être épluchées, d'être découpées en julienne, en rondelles, mises sous paquet sous vide pour justement continuer à valoriser ces carottes. Chaque année, 10 à 15% de la production de carottes est jetée. Selon Thomas Moutam, les travaux devraient débuter en mars pour que la première usine d'agrotransformation des Australes soit opérationnelle lors de la prochaine récolte de cette année. Cet accident spectaculaire sur la RDO en fin d'après-midi à Faa'a en direction de Punahouia. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Un carambolage s'est produit sur la voie de gauche juste avant la bretelle de sortie de Pamat'ai. 9 véhicules sont concernés selon la gendarmerie. Un défaut de freinage sur une voie humide. La police et la gendarmerie ont assuré la sécurisation des lieux et la circulation. Image signée Heidi Yenko. 4 jours après l'incendie de Faa'a, les quelques 50 personnes sinistrées sont toujours hébergées provisoirement par la paroisse protestante de la commune. Il faut maintenant trouver des solutions de relogement. Le pays envisage par ailleurs une nouvelle réglementation en matière d'urbanisme. Caroline Fari, Heidi Yenko. C'était il y a quelques jours à Faa'a, une habitation datant de plus de 40 ans, non conforme, truffée d'extensions sauvages et abritant trop d'habitants prenait feu. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à vivre dans cet abri de fortune offert par l'église protestante. Parmi eux, Hina revient tout juste d'une audition à la gendarmerie. Normalement, on devrait déjà sortir de là. C'est-à-dire qu'on payait notre loyer comme tout le monde. Hein. Il y a des loyers à 80 000. Et 60 000, 50 000. En fait, on encaissait les loyers, mais sans investir dans les travaux. Donc il va y avoir des plaintes sur... Il va y avoir des plaintes. Des plaintes déposées contre un propriétaire peu regardant. Reste que permis de construire et conformité ont tout de même été accordés pour cette construction sauvage. Pays ou municipalité, les compétences et les responsabilités sont partagées sans grande gaieté de cœur, malgré une couleur politique commune. On est en train de se substituer au pays.
lequel pays a la compétence du social. Ce n'est pas de la compétence de la commune, tout ce qui est social. Mais ces personnes, c'était des habitants de la commune de Fa. Bien qu'ils soient c'est pareil dans toutes les communes, la compétence sociale n'appartient pas à la commune, elle appartient au pays. Il y a effectivement aujourd'hui une compétence qui est clairement du côté du pays en matière d'urbanisme, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut que la commune aussi puisse aller regarder, parce que ça concerne 6700 foyers sur FA1, dont il faut aller vérifier, contrôler si effectivement ces foyers sont aux normes, avec bien sûr l'assistance du pays. En attendant, depuis samedi, les services du pays aident les familles dans les démarches administratives ou matérielles. Une dizaine de logements OPH leur sont proposés, pas toujours dans la commune souhaitée, et une réflexion profonde sur la réglementation en matière d'urbanisme sera engagée. Un de mes premiers objectifs, c'est de travailler sur la réglementation et surtout de revoir un peu toutes ces constructions sauvages. Mais c'est un grand chantier, parce que ça fait quand même combien d'années que toutes ces maisons ont été construites, parce qu'après la réglementation, vous savez, il faut aussi changer les mentalités pour que tout le monde soit prêt à se mettre donc en règle. Face à ce type de sinistre, le pays envisage la construction d'hébergements d'urgence. Un appel d'offres sera prochainement lancé. Et notez que l'association FAS Polynésie lance une campagne de solidarité. Les sinistrés ont besoin de nourriture, de produits d'hygiène et de produits pour bébés. Les précisions sont à retrouver sur notre site internet polynésie-première.fr. Et pour commenter l'actualité du pays, l'ancien président Édouard Fritsch, bonsoir, vous présidez le Tapura Huiratira. Cet incendie de FA met en lumière les problèmes de logement. La mairie renvoie la responsabilité au pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui, les logements sont rares et chers. L'Office polynésien de l'habitat est en surchauffe. Que préconisez-vous ? Bonsoir et merci de me recevoir ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs. En fin de compte, la déclaration que vient de faire le premier adjoint, Oscar Temaru, correspond tout à fait à la réalité des choses. Nous n'avons pas, nous, maires, la possibilité d'intervenir en matière sociale, car si vous voulez, c'est grave pour un maire de le faire, et c'est souvent identifié à un détournement de fonds publics, puisqu'on vient intervenir sur du domaine privé, dans des familles, à les soulager en apportant des matériaux. Donc effectivement, le pays, et c'est la raison pour laquelle nous avions pris des décisions à l'époque, d'intervenir en remplaçant des maisons brûlées par des frais OPH, en apportant des matériaux, car effectivement, c'est au pays à se prendre cette responsabilité. Mais vous donnez votre aval en tant que maire également pour l'urbanisme, pour les permis de construire. Alors, oui, bien sûr, nous sommes consultés pour les permis de construire, où la commune, où la direction de l'aménagement donne ses permis de construire. Mais en fin de compte, on ne sait pas, l'enquête va se faire, mais il se peut que ce bâtiment ait été fait dans les règles de l'art, et même reçu un certificat de conformité, mais c'est surtout ce qui se produit après, puisque vous savez très bien, ici en Polynésie française, on fait des taupés, on agrandit la cuisine. Les extensions ne sont pas forcément prises en compte. Qui ne sont pas toujours aux normes. Il y a des problèmes électriques qui se posent, des problèmes de sécurité qui sont graves, qui peuvent être graves, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors on va parler politique. Le sénateur Tevaro Fritsch, le président du Amuitaira, Gaston Floss et des membres de votre parti, vous évoquez la mise en place d'une plateforme autonomiste. Vous n'avez pas réussi à vous allier lors des élections territoriales. Qu'est-ce qui a changé en 9 mois ? Alors, ce qui a changé en 9 mois, pour être clair, c'est notre défaite. Voilà. C'est ce qui a changé en 9 mois. On s'est rendu compte qu'en se présentant divisé devant les électeurs, en se présentant avec des discours différents, alors que nous avons tous le même objectif contre un adversaire qui était de taille déjà. Je rappelle que le Tavini Huiratira a ramassé les 3 députés lors des dernières législatives. Donc on n'a pas su le faire. Et aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'on ajoute les chiffres, là c'est mathématique, effectivement, le parti non indépendantiste devrait gagner. Donc c'est ce qui nous a motivés, Gaston Floss et moi-même dans un premier temps, avec Tevaro Fritsch. Et demain, nous allons effectivement aussi rencontrer nos amis de Aheria Polynésia, de tenter effectivement de mettre en place une espèce de plateforme de non-indépendants, de plateforme d'autonomistes. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de leadership ?
Sûrement, parce que les égos sont toujours puissants, ils prennent toujours le dessus. Et c'est la raison pour laquelle j'avais moi-même proposé à M. Gaston Floss qu'effectivement, il faut qu'on se mette dans la tête que si l'on veut proposer au refondement de nos partis respectifs, si l'on veut reconstruire quelque chose de nouveau, faire une nouvelle offre politique, il faut qu'on envisage de ne plus y être. D'être avec, d'accompagner, d'être à leur côté, de donner des conseils, mais je crois qu'il faut effectivement, et c'est ce qu'a réclamé les électeurs, c'est ce qu'ont réclamé les électeurs aux dernières territoriales, c'est de nouvelles têtes, c'est de... Bon. Maintenant, il faut mettre les bonnes têtes. Aherea Polinetia a été l'origine d'une commission d'enquête sur la crise Covid. Il y a une différence de traitement entre la Calédonie et la Polynésie. On a bénéficié de prêts plutôt que de subventions. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper le coup, si j'ose dire? Non, je ne crois pas. Non. Alors, c'est indifférent. Nous n'avions pas non plus la même politique que la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a pris la décision de s'enfermer. Ils sont restés en protection à 100% pendant un certain temps. Nous avons pris, nous, le risque d'ouvrir dès que les chiffres étaient favorables. Donc, nous n'avions pas la même politique. Bon, d'autre part, nous avions pris ici la décision de soutenir, mais fortement, nos entreprises, parce que nous ne voulions pas que les entreprises se séparent de leurs salariés qu'elles ont elles-mêmes formés, etc. Donc, il faut pas, à mon avis, il ne faut pas toujours comparer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et c'est ce que la France a fait pour nous. Mais la France a quand même fait beaucoup pour nous. Je vous rappelle que les vaccins étaient gratuits. Les PGE, c'est vrai qu'on ne pouvait pas négocier, on n'avait pas le temps matériel, il faut 6 mois, 1 an pour aller négocier des subventions. Il fallait agir rapidement. Les PGE se sont présentés, on les a pris. Les prêts garantis par l'État. Merci pour ces premières réponses. Vous avez saisi le procureur de la République pour provocation à la discrimination raciale de l'élu Mitema Tapati et du ministre Roni Telipaya, pour provocation donc à la discrimination raciale. On va en parler dans un instant, mais d'abord petit détour par les réseaux sociaux qui s'en donnent à cœur joie depuis le retour au pouvoir du Tavini. Les personnalités politiques sont ciblées par plusieurs pages Facebook satiriques. Tout est bon pour faire le buzz et épingler les élus. Comment réagissent-ils à ces attaques? On voit cela avec Caroline Fary et Nicolas Sueur. Les cancans, par définition, ce sont des commérages, des propos souvent malveillants. En Polynésie, les cancans de Mahoinui et No Independence jettent leur dévolu sur le gouvernement en place, cible privilégiée le président Broderson et plusieurs élus de la majorité. Parmi eux, Hinamoeura Cross. Peu touchée par les attaques politiques, la jeune élue Tavini fustige les atteintes plus personnelles. Ce que je ne cautionne pas, c'est quand, à certains moments, ils ont pu s'attaquer à nos familles, notamment à nos enfants. Là, ça va un peu loin. Qu'on s'attaque à ce qu'on a pu dire, à notre physique, à notre personne, sincèrement, ça ne m'atteint pas. Mais par contre, on ne mélange pas les familles, on ne blesse pas nos enfants. Chez les autonomistes, Aherea Polinetia en prend pour son grade. Aujourd'hui relativement épargnée par la naissance d'une éventuelle plateforme autonomiste, les Verts ont pourtant été victimes des cancans. Seuls les élus Tapura ne figurent pas dans leur champ de tir. J'avais été nommée 3e vice-présidente, donc on était un peu des complotistes avec le Tavini. Ensuite, il y a eu aussi une grosse polémique sur le prestataire choisi par la commission d'enquête. Bon, on va dire que maintenant, ça se calme un peu, hein, on nous laisse un peu tranquilles. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret de ces cancans-là, je ne sais pas qui est derrière. Bien sûr, je vois les orientations qui sont plutôt, donc, qui donnent des informations concernant plus le gouvernement que le Tapura. Après, il y a beaucoup de sites qui sont de la même nature. Je crois qu'il y a nos indépendances. Enfin, il y a beaucoup de petites choses que je vois un petit peu sur Facebook. Les informations particulièrement bien renseignées ne laissent pas de doute sur les auteurs de la page. Pour avoir ce genre d'informations, il faut avoir un réseau, c'est clair, d'informateurs. Et puis, il y a une bonne connaissance des actions de la mandature passée. Donc on se doute un peu. C'est des gens qui travaillent en tant que collaborateurs à l'Assemblée et moi, j'ai aucun souci quand je les vois à leur dire ouvertement que c'est dégueulasse. Donc on est dans les ragots vraiment de bas étage. L'avènement des réseaux sociaux favorise ce type de page satirique. Les personnes visées peuvent toujours obtenir la suppression d'une publication litigieuse. Si l'hébergeur n'obtempère pas, sa responsabilité civile ou pénale pourra être engagée.
Édouard Fritsch, les auteurs de ces pages n'hésitent pas à se moquer du lava-lava du président, de ses grosses savates. Vous dénoncez des propos racistes du Tavini. Ça ne vous dérange pas, ce type de cancan sur les réseaux? Si, ça me dérange. Bien sûr que ça me dérange. Maori. Cancan de Maori. Vous croyez que c'est du tapura huiratri, c'est de l'autonomie? Maori, en fait. Oui, Maori. Maori, c'est pas dans nos discours à nous. Vous savez, j'écoute tous ces gens-là qui parlent aujourd'hui. Ils faisaient pareil lorsque j'étais au pouvoir. Pendant 2 ans, j'ai dû subir ce genre de pression, mais en permanence, tous les matins, il y avait quelque chose contre Édouard Fritsch. J'ai presque envie de remercier les auteurs, là, parce que je ne sais pas si ce sont des gens de chez moi, ce sont des gens qui se spécialisent, parce qu'il y a des spécialistes pour ça, dans les réseaux sociaux, pour descendre certains d'entre nous. Mais ce ne sont pas vos collaborateurs? Je suis bien content aujourd'hui de ne pas être la cible. Ce ne sont pas vos collaborateurs? Mais non, ce ne sont pas mes collaborateurs. Pourquoi voulez-vous que ce soit mes collaborateurs qui n'ont pas su me défendre lorsque j'étais au pouvoir, alors qu'ils étaient rémunérés mieux que ce qu'ils sont rémunérés aujourd'hui? Réfléchissez un petit peu. Ce sont des spécialistes, effectivement, qui s'amusent à jouer avec les gouvernants en place, avec les gouvernements en place, et je suis sûr qu'on trouve la même chose, parce que j'ai subi la même chose. Qu'on ne vienne pas me parler des personnes, parce que moi, ma famille, elle a souffert de ces réseaux sociaux. Quel regard portez-vous sur la politique du gouvernement Broderson? Je suis un peu inquiet. Je dois vous dire que on s'est engagé à les laisser diriger le pays, mais je suis inquiet et j'ai demandé à notre équipe d'être beaucoup plus vigilant qu'on ne l'ait été pendant le premier semestre, parce que ça fait quand même 9 mois que nous attendons les engagements qui ont été pris par M. Broderson par le Tavini Huiratira pendant la campagne. Force est de constater qu'aujourd'hui, ils ne font rien. Rien n'a été fait. Les prix s'emballent, même les produits locaux. Même les produits locaux qui sont plantés par les Polynésiens, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les maintenir. Parce qu'ils ne veulent pas aider les agriculteurs. Ils ne veulent pas envoyer de bateaux pour retirer les 60 tonnes de carottes qui vont pourrir aujourd'hui et qui vont être données aux bêtes. Pourquoi ne pas envoyer un bateau pour aller les chercher? Enfin, il y a quand même des choses qui ne correspondent plus à ce qui a été dit pendant la campagne électorale. Et ça, nous resterons vigilants. Nous sommes aujourd'hui, nous allons suivre de près ce qui se fait et dénoncer effectivement les non-engagements du gouvernement. Une opposition constructive. Le président fait actuellement un 4e voyage à Paris. Il a un programme chargé. L'installation de Google en Polynésie, par exemple, cela vous réjouit? Vous savez, c'est pas nous qui avons choisi Google. Bon, il récupère Google. Mais Google, en fin de compte, a répondu à un appel d'offres sur le câble qui va être installé entre le Chili et disons, le continent asiatique. C'est Google qui l'a hérité. Nous, on s'était battus pour que ce câble passe par la Polynésie française, parce que nous avons tout intérêt à alimenter effectivement tous ces réseaux. Mais Google, ici, vous savez, j'ai mis beaucoup de réserves sur les réseaux sociaux. J'ai peur des réseaux sociaux. J'ai peur de Facebook. Il y a tellement de choses. Beaucoup se déchargent sur Facebook parce qu'ils n'ont pas... C'est un peu plus large que les réseaux sociaux, Google. Je sais bien que c'est un peu plus large que les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui, vous le soulevez vous-même, sont plus une inquiétude. Et effectivement, moi, je pense qu'il faudra qu'on s'en occupe sérieusement et que l'on limite le champ d'action de ces réseaux chez nous. Merci beaucoup, Édouard Fritsch, d'avoir accepté notre invitation ce soir. 27 réservistes du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française sont prêts à servir. Une cérémonie a été organisée pour marquer la fin des 3 semaines intensives de formation au camp de la gendarmerie de Fa'a'a. Âgés de 17 à 38 ans, ils ont participé à une préparation militaire visant à renforcer les effectifs en prévision des Jeux Olympiques. La formation a couvert plusieurs aspects du métier, comme des cours de déontologie, l'apprentissage des grades, la formation aux techniques d'intervention et la maîtrise de l'arme. Jeudi dernier, ils apprenaient à manier le bâton de protection télescopique. Le reportage de Raihei Nadjarian et Nicolas Suir. Difficile de retenir ses coups. L'entraînement se veut adapté à la vie réelle. Échauffement et maniement du bâton de protection télescopique, un enseignement peu commode pour les stagiaires. C'est une première pour moi, parce que c'est des choses peut-être qu'on voit à la télé ou bien dans la vie de tous les jours, mais voilà, c'est une première, c'est une bonne expérience aussi. C'est vrai que pour pouvoir pratiquer justement le bâton,
il faut justement suivre une formation, un stage, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des bases et des règles à respecter justement, pour la sécurité de soi-même et aussi par rapport à l'individu qu'on va interpeller. Simplement, je suis en position de garde. Le bâton se prend toujours par le bâton de protection, une arme de défense utilisée par les gendarmes en cas de conflit. Et pour éviter toute mauvaise manipulation, il vaut mieux bien connaître son utilisation. Le bâton fermé, d'accord, environ 20 cm. J'arrondis, on va se passer pour un poids d'environ 500 grammes. Et enfin, le bâton déployé, avec différentes parties, environ 51 cm. C'est un moyen de force intermédiaire, mais qui nous permet de travailler bâton déployé à une certaine distance de la personne agressive et répondant bien sûr à l'emploi de cette arme. Allez, ouverture par l'avant. Ok, c'est bon ? Cet enseignement rentre dans le cadre de la préparation militaire de la gendarmerie. Un stage de 3 semaines pour connaître les rudiments du métier. Les réservistes actuellement, ils ont des compétences à avoir au niveau intervention professionnelle. Tout ce qui consiste contrôle d'individus, contrôle de véhicules, le maniement des armes et pour la défense face à un adversaire, que ce soit debout ou au sol. Dès la fin de la formation, les stagiaires pourront prétendre au titre de policier adjoint volontaire de réserve sur Haïti ou dans les îles. Reculez, monsieur! Et oui, avec cette dernière promotion, le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française a atteint son objectif, le recrutement de 200 réservistes. Le dispensaire d'Uturoa et ses 21 agents récompensés par le label Whare'ia en présence du ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Ce label créé en 2019 est un gage de qualité des services rendus à la population de proximité. Le petit plus du dispensaire de Raiatea est ce projet de Fa'apu avec la mise à disposition d'un kit potager pour promouvoir la consommation de produits biologiques. Écoutez la réaction du directeur de la Santé au micro de Hiti Manaki. Le concept, c'est de pouvoir soigner des gens en Polynésie en tenant compte de la culture polynésienne, de la famille. Et ce n'est pas du tout la même manière qu'en métropole et on apprend à nos professionnels ce côté-là. C'est aussi le fait de se remettre en question, de se mettre au niveau. Donc c'est des soins de qualité. Il y a des formations continues chaque semaine pour pouvoir offrir à la population le meilleur. Et puis c'est surtout très important de faire de la prévention, de la promotion de santé. Ce n'est pas que soigner les maladies, c'est de les empêcher de venir et d'être en bonne santé. Qui succédera à Kauai Kokil, le grand vainqueur de l'année dernière. Les trophées du sport fêtent leurs 10 ans d'existence. 8 sportifs sont en lice jusqu'au 20 février, date de la grande soirée diffusée sur nos 3 médias. Vous pourrez visionner les portraits des athlètes et voter. Les explications de Ismaël Tahiata et Mélissa Chang. Ils sont influenceurs malgré eux. Eux, ce sont les sportifs du Fénois. Cette année, 4 hommes et 4 femmes sont à l'honneur. Des athlètes choisis pour leur performance au niveau local, régional, national et international. C'est le concept des trophées du sport. 10 ans maintenant que la formule plaît. Et moi, quand je suis débuté comme journaliste sportif, j'étais toujours curieux de les faire parler sur leur quotidien, leurs difficultés à trouver des sponsors, leurs difficultés à se professionnaliser. Et donc c'est un peu comme ça de fil en aiguille que très rapidement, dès 2014, j'ai pensé à créer les trophées du sport pour mettre en lumière ces sportifs. Le sport et ses valeurs. Une hygiène de vie irréprochable. Un exemple à suivre et plus encore pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. Le slogan de cette année, le sport, ma seule addiction. Un bon sportif qui va influencer la jeunesse ou les autres personnes, il a une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de vie alimentaire, une bonne hygiène de vie sportive et ça lui permet en tout cas d'être normalement moins malade. Et voilà, c'est pour ça que ça intéresse la CPS. On veut participer à cet écosystème de prévention de la santé et via le sport. Au même titre que les Jeux Olympiques, les trophées du sport, un rendez-vous à ne surtout pas manquer, que ce soit en télévision, en radio ou sur la toile.
chaque jour, vous pouvez aussi découvrir donc, des portraits vidéo que les athlètes ont réalisés pour se présenter au public. Cela permet à tout un chacun ensuite d'aller sur notre page Facebook pour voter déjà, donner leurs impressions, voter pour leurs candidats. Et puis donc pour tout au long de jusqu'au 20 février, nous allons donc découvrir les portraits en télé aussi dès demain. 20 trophées pour la 10e édition des Trophées du sport, dont 2 nouvelles distinctions, le prix jeunesse et le prix bénévole. L'occasion de mettre plus en avant le monde associatif, les licenciés comme les encadrants. Et nous retiendrons cette information majeure, 35 tonnes de carottes avariées. 5 agriculteurs de Tubouey évaluent leurs pertes à 8 millions de francs et demandent à être indemnisés par le pays. Ces carottes pourries sont le résultat d'un problème de conditionnement et de stockage récurrent. Au programme de votre soirée sur la première, la série Vision, puis le divertissement Hôtel du Temps. À la une de Tahiti Info demain, le marché aux bus provoque le souk. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet